Rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des différentes variantes. On va se concentrer un peu plus sur les piles et les files d'attente. Okay, donc c'est qui peuvent être implémentés. C'est des structures de données très communs qu'on trouve très régulièrement partout en informatique et qui peuvent être implémentées avec des listes contiguës ou des listes chaînées. Dans les listes chaînées classiques, si vous vouliez, par exemple, vous pouvez contrôler que votre liste chaînée ne dépasse jamais de la taille donnée. Ok. Du coup, on peut dire, moi, je tolère une liste qui a k éléments, et puis tu évites de dépasser un certain longueur. Compter, si vous vous souvenez, compter le nombre d'éléments dans une liste, c'est relativement simple. Si vous avez une liste chaînée, qu'on a L, qui pointe sur une cellule, 2 cellules, 3 cellules. Vous pouvez imaginer que pour compter, vous commencez par la première cellule, donc votre pointeur il va compter la première cellule, et ensuite vous comptez 1 si c'est pas nul, et puis vous avancez à la suivante. Puis vous comptez 1 si c'est pas nul, et puis vous avancez, jusqu'à ce que vous trouvez la dernière cellule. Okay? Et donc juste compter dans les cellules, ça oblige de passer dans toutes les cellules, donc c'est ordre de n. Si vous voulez une structure qui est un peu mieux, qui vous permet de contrôler ça plus facilement, vous pouvez, je vais fermer Slack aussi, parce que ça va bavarder. Du coup, vous pouvez construire une cellule qui est un peu différente. Ça peut être par exemple struct cell, c'est une liste chaînée. Et puis vous vous souvenez, on disait qu'on avait quelque chose. Donc je vais mettre type T, comme ça ça vous de placer. Puis on disait valeur. Et puis j'ai struct cell étoile suivant pour dire je construis la chaîne avec ça. Et puis voilà, ça c'est votre cellule. Et quand on créait dans le main par exemple la liste chaînée, souvent on disait on disait j'ai une struct cell étoile que je vais appeler liste. Ok? Et ça c'est le premier pointeur ici qui est juste là. Ok. Et si vous voulez garder la longueur, en fait, la proposition c'est pour avoir toujours la longueur de façon accessible, vous pouvez créer une struct liste chaînée par exemple, qui contient ça. Du coup ça, on va l'enlever du main dans 2 secondes. Qui contient une struct cell étoile liste. Et puis un int longueur. Et ça vous permet, dans le main, au lieu de faire une déclaration directe d'une liste comme ça, vous pouvez faire struct liste chaînée, je crois, je l'appelle, ouais. Struct liste chaînée liste. Ici, j'ai pas besoin d'un pointeur parce que je contiens déjà le pointeur là-bas. Et point virgule. Et puis, faut l'initialiser, donc vous pourriez faire liste égale à nul. Et excuse-moi, c'est pas ça. Ça va être liste, et malheureusement le nom c'est la même, liste égale à nul, puis liste point longueur égale à 0. Ça c'est l'initialisation, c'est pour dire qu'on a 0 élément, et on initialise bien le pointeur à nul. Faut pas oublier d'initialiser vos structures. Et ensuite, tous vos algos d'ajout, de machin, ils se font de la même façon que d'habitude, avec la modification de soit vous passez toute la structure liste chaînée, soit vous passez juste la tête et dans le main, vous gérez longueur.
Comme ça, vous pouvez l'incrémenter ou décrémenter comme vous voulez. Ok. Donc, ça, c'est relativement simple. D'autres types de listes, on va en parler plus tard, mais ça permet de faire des ajouts en queue, par exemple, pas seulement des ajouts en tête, de façon très performante. Et il y a aussi une liste qui permet de faciliter certains types d'algos. Et du coup, ça s'appelle des listes à tête fictives ou des dummy heads. Et dans ces exemples-là, vous pouvez créer une liste qui contient du coup votre pointeur d'habitude, mais elle contient aussi toujours une cellule qui est vide, une cellule qui contient rien. À quoi ça sert? Ça sert que tous les cas qu'on teste quand le pointeur est nul, on n'a plus besoin de les faire. Ok? Ça va simplifier un peu le code. Je peux donner un petit exemple. Mon terminal. Je vais peut-être copier un bout de code quelque part. Ça sera plus facile. Ok. Choisissons un petit algo. Je vais faire ça un peu plus petite. Ok. Faisons un petit algo de recherche d'un élément et suppression d'un élément dans la liste. Du coup, si on a une liste d'entiers, pour les exemples, c'est plus facile. Typiquement, on a L qui vaut la première cellule. Ok. Donc, elle va voir l'adresse de la première cellule. La cellule est quelque part dans la mémoire. Puis, elle contient son adresse suivante et puis une valeur. Par exemple, 3 et puis B00. Puis l'autre cellule, quelque part dans la mémoire, contient puis 4. Ok. Et si c'est la dernière, c'est nul. Et du coup, on dit, les listes sont chaînées, se connaissent, à cause de ces pointeurs. Ok. Puis elle, souvent, nous on le met dans une fonction qui est dans le main. Et puis elle est quelque part dans la mémoire. Ok. Si on veut faire une recherche d'une liste chaînée comme ça, donc pour rappel, les chaînés, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on fait typiquement? On va d'abord tester le cas où L vaut nul. Okay? Donc je vais essayer de lister. Ça c'est un exemple où on a des éléments. On a l'autre exemple où on a L égale à nul. Et puis on a un exemple où L vaut une seule cellule. Ouais, je vais le faire dans l'ordre peut-être. Du coup, un algo de recherche. Supposons que je veux supprimer un 3 ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être suppression L chaînée. Si on va supprimer un élément, faut être conscient que parfois, si la liste contient un seul élément, ok, celui-là, ça va être une cellule, c'est un seul élément, 3, arrobase, F0 à 0, par exemple. Si on contient un seul élément, quelle est la procédure de suppression? On va regarder si la liste est nulle. Donc, si c'est pas nul, on va regarder le premier élément. Est-ce que c'est l'élément que je cherche? Dans ce cas-là, supposons que je veux chercher le 3. On dit oui. Et du coup, si ça c'est la cellule que je veux supprimer, faut récupérer suivant. Ok. Du coup, première chose à faire, c'est changer L. Donc pour ça, on crée souvent variable temporaire qui va pointer sur la cellule à supprimer. On va aller taper dans L
et donc L sera bien modifié dans un cas de suppression. Ok, on va récupérer suivant, ici il n'y a plus d'éléments, du coup L vaudra maintenant nul, parce qu'on va supprimer le 3, et on a le pointeur temporaire, puis on supprime cet élément de la liste. Ok, vous voyez bien que dans certains cas de suppression, on va modifier L. Donc c'est un cas à tester et il faut passer par un double pointeur. Structural double pointeur, pointeur de liste, et puis int x, ça va être l'élément qu'on va essayer de supprimer. Et premier cas à tester, souvent c'est est-ce que la liste est nulle. Okay. Si notre liste est nulle, ça veut dire que x n'existe pas dans le tableau et dans la liste. Du coup, il n'y a rien à faire, on va retourner que ça n'a pas marché. Donc, est-ce que ma liste est égale à nul? Si, regardez bien, hein, c'est étoile PL, parce que PL pointe pas sur le début de la liste, mais PL va pointer sur le premier, sur le pointeur dans la fonction main. Peut-être petit rappel sur le dessin. On va faire de la place. Quand le main va appeler la fonction suppression liste chaînée, suppression liste chaînée, suppression liste chaînée reçoit donc une adresse pour aller taper sur la liste. Comme on a évoqué juste avant, il y a la possibilité qu'il faut modifier aussi L, on a besoin de son adresse. Comme ça, à partir de L, on peut récupérer les différents éléments de la liste. Donc, dans un cas comme ça, il va démarrer par l'adresse de L. Ok? Et puis ça, c'est notre pointeur de liste qui va de type struct cell étoile étoile. Ok? Et ça nous permet d'aller modifier L si on essaye de supprimer le premier élément. Ok. Pour le rappel, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Dans un cas où il n'y a rien dans la liste, on va retourner tout de suite. Ok. Si vous regardez, ça je vais. Voilà. Ok. Il n'y a rien à faire, pas d'éléments, la liste est vide, on retourne. Qu'est-ce qui se passe si c'est le premier élément qu'on essaie de supprimer? Ben là, on revient dans ce cas-là, ce cas ici, et si vous vous souvenez, il faut modifier la liste L pour dire c'est le premier élément. C'est pareil si dans cette liste-là, on voulait supprimer le 3, on va changer le 3, on va devoir copier le pointeur de suivant dans L, comme ça L il pointerait tout au fond là-bas. Donc si on le fait pas à pas, c'est le cas plus compliqué. Du coup, j'ai PL vaut, dans l'exemple, il vaut ABC0. Mais c'est pas super utile. Ce qui nous intéresse, c'est de la regarder le premier élément de la liste. On sait que la liste n'est pas nulle, parce que si elle était nulle, on était déjà sorti de l'algo. Du coup, étoile PL, maintenant ça vaut ici F0A0. Ok? C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur de la première cellule. Donc, je dois accéder à la première cellule en faisant petite flèche valeur. Qu'est-ce que petite flèche me permet de faire? Bah, à partir de la valeur où je suis, donc étoile PL vaut F0 à 0. Flèche, ça déréférence la première cellule, et puis valeur, je récupère la valeur 3. Okay? Faut faire un peu attention, parce que la flèche a les mêmes priorités que l'étoile. Donc il faut mettre des parenthèses pour dire d'abord, je passe de PL à L pour récupérer F0 à 0, et ensuite je regarde la valeur. Ça, c'est la première valeur de la cellule. Qu'est-ce qui se passe si c'est bien celui-là qu'on veut supprimer? Comme on teste déjà, ça serait bien.
si c'est la valeur que je veux supprimer, je fais, et puis c'est le même algo qu'on avait fait déjà avant. Donc je crée la cellule temporaire. On l'a fait aussi dans le cours des listes, et je pense qu'on l'a revu dans le cours peut-être de malloc. Ok? Donc je crée une cellule temporaire. Okay? Qu'est-ce que ça fait? On est ici dans le ici dans mon truc. Par exemple, on peut supposer qu'on voulait supprimer le 3. X est un int, il est quelque part dans la mémoire. Ça ne nous intéresse pas forcément pour l'algo. Et puis, on va créer une cellule temporaire. Un pointeur de cellule temporaire. Okay? Lui, c'est pareil, il est quelque part dans la mémoire. C'est pas ça qui est intéressant. Mais il récupère la valeur de étoile PL. Okay? Du coup, PL vaut ABC0. Étoile PL vaut F0A0. Okay? Donc lui, maintenant, il vaut F0A0. Ce qui est important à voir, c'est que temp, il garde un pointeur sur la cellule du 3, si vous voulez. Okay? C'est un pointeur qui pointe sur la cellule du 3. Si 3 est le numéro qu'on veut supprimer, c'est parfait. Okay? Donc c'est temp qu'on va finir par supprimer ou libérer de la mémoire. Une fois qu'on a ça, on a dit PL va pas pointer sur la première cellule et va pointer sur les cellules d'après. Okay? Donc elle doit récupérer la valeur de B000. Comment elle fait ça? On va dire que étoile PL, c'est la valeur qu'on veut modifier. On va y accéder par soit temp, soit étoile PL, mais souvent c'est plus facile à lire. Du coup, étoile PL, c'est la case ici, cette zone mémoire qui contient F0A0. Okay? Du coup, ici sur la gauche, on parle de l'adresse ABC0. Okay? On va stocker dans cette adresse la valeur, et puis là, il faut aller chercher la valeur de suivant. Donc, étoile PL, c'est toujours F0A0. Flèche, je suis sur la cellule, et la case ou le champ qui m'intéresse dans cette structure, c'est suivant. Okay. Et là, je récupère le B00 et je le stocke maintenant dans étoile PL. Donc, dans ce truc-là, étoile PL ne vaut plus F0A0. On a copié B00 ici. Donc, elle vaut B00. Et ça veut dire qu'elle pointe plus sur la première cellule, mais elle pointe sur la deuxième. Ok. Une fois qu'on a fait ça, pas grand chose de plus à faire. Et on va libérer la mémoire. Donc, comme on disait ici, je vais changer la couleur. On disait que temp pointait sur la première cellule. Okay? Donc, on va utiliser free pour dire je libère cette cellule pointée par temp. La zone mémoire qui est occupée par l'adresse stockée dans temp. Donc, free temp. Et puis, comme mon algo il a fini, je return. Okay? Ça m'évite de faire des if else, etc., etc. Donc, je return là. Et donc ça, c'est le cas où liste vide. Ça, c'est le cas où c'est le premier élément de la liste qu'on veut supprimer. Et qu'est-ce qui se passe avec un cas où c'est pas le premier élément de la liste? Bah là, il faut faire la boucle, il faut continuer à avancer. Okay? Du coup, si j'ai un cas plus compliqué, et j'ai toujours mon main, j'ai une cellule, une pointeur. Du coup, lui va être, qu'est-ce qu'on avait fait? F ABC0 et la cellule c'était F0. J'essaie de récupérer les mêmes valeurs. Okay. Et on disait que cette cellule-là pointait sur une cellule avec 3.
contenait le 3, et lui, il pointait sur B00. Du coup, deuxième cellule, 4, 4, à l'adresse B000. Puis on peut rajouter une petite troisième ici. On peut le mettre à C000. 17. On peut dire ça, c'est la fin de la liste. Rajouter une page. Bon, ouais. Ok. Donc ça, c'est ma petite liste. J'ai 3 éléments dans la liste et on va essayer de faire la même chose. Ok, qu'on a fait ici. Donc on va appeler, il y a le main, il appelle toujours sous pression. Donc ici c'est un appel. Hein. Ici c'est un pointeur. Juste pour info, ces flèches-là des pointeurs, c'est pas vraiment comme ça dans la mémoire. Hein. C'est bien l'adresse de quelque chose qui est stocké. Ok, juste comme ça. Faites un peu attention. Du coup, ici c'est sous pression L chaînée. Qu'est-ce qui nous intéresse? Bah, on a toujours PL qui vaut un double pointeur, qui est un double pointeur, donc ça va être struct, cell, étoile, étoile, et qui pointe à l'adresse F0 à 0. On a toujours le X. Cette fois, on peut supprimer le 4. Ça nous permet d'aller relativement vite. 4 et 4. Et il est quelque part dans la mémoire de type int. Et ce qu'on va faire, c'est on va créer, on a déjà testé le cas où liste est nulle. Donc ça, c'est le premier cas qu'on teste. On a déjà testé le cas où on supprime le premier élément. Okay. Ça, c'est fait. Donc maintenant, on sait que le 4 n'est pas le premier élément. Du coup, ici, il faut faire notre boucle. Il faut regarder, avancer. Okay. Du coup, ce qui nous intéresse ici, c'est on peut facilement créer un pointeur temporaire. Et je vais l'appeler temp. Donc temp est quelque part dans la mémoire. Temp peut être juste un pointeur dans pointeur de cellule. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est, on a déjà travaillé un peu avec F0 à 0. On sait que c'est pas lui. On sait que c'est pas le suivant. Du coup, temp, on va lui copier la valeur dans étoile P. Ok. On va juste récupérer F0 de A0. Donc ça nous permet ensuite de boucler. Si c'est dedans. J'espère que les dessins vous aident. Si jamais ça vous aide pas, vous me dites et je peux aller plus vite dans le code que sur les dessins. Du coup, on définit je vais lui assigner étoile PL. Du coup, temp vaut étoile PL. PL vaut F0 à 0. Excuse-moi. Si je me suis trompé. Temp vaut PL vaut ABC0. C'est la adresse de L. Du coup, étoile PL, c'est ABC0 étoile, ça va les déréférencer et regarder ce qu'il y a dans la zone ABC0. Ça récupère F0 à 0. Du coup, temp vaut F0 à 0 avec la ligne 21 dans le code. Et ici, on peut commencer à regarder. Tant qu'il y a des éléments dans la liste. Donc, c'est qui P de suivre? P. Pourquoi j'écris P chaque fois? Ok, c'est qui temp de suivre? Bah, temp de suivre, ça va être temp vaut l'adresse de la première cellule. On sait que cette cellule, c'est pas celui qu'on veut supprimer.
Du coup, il faut regarder le suivant et voir si c'est celui qu'on veut supprimer. Ok? Donc, comment on accède au suivant? Bah, c'est temp suive. C'est B00. Et là, on aura l'adresse, si vous voulez, de la cellule suivante. Première chose à tester, c'est est-ce qu'il y a une cellule suivante? Si oui, on va regarder si c'est bien la cellule qu'on veut supprimer. Si non, on s'arrête là et puis on sort de while. Ok? Dans ces cas-là, on teste. C'est le cas où il y avait une seule cellule et que c'était pas celui qu'on voulait supprimer. Du coup, est-ce que cette cellule suivante, donc j'insiste beaucoup sur P, temp de suivre, donc c'est F0 à 0, on est sur temp de suivre, c'est temp flèche, je suis sur la cellule du 3, suivre c'est B000. On sait que ça c'est pas nul parce qu'on vient de tester dans le while. Ce qui nous intéresse ensuite, c'est de regarder est-ce que cette case-là, c'est celui qui m'intéresse pour effacer. Si oui, donc comment j'accède à cette case, c'est flèche valeur. Est-ce que toi t'es égal à ce que je cherche effacer, donc la variable que je voulais c'était x. Ok? Donc là, je suis en train de tester. Est-ce que 4, c'est la cellule, c'est temp suive valeur, c'est bien 4. Est-ce que c'est bien toi que je veux supprimer? Et x vaut 4. Donc, dans le cas où c'est la cellule qu'on veut supprimer, ben, on fait exactement ce qu'on a fait avant. Et tiens, je peux... Ouais, pourquoi pas. Je crée un pointeur. Pourquoi le pointeur? Parce que... Ouais, temp-cell, c'est un peu pourri, non? Voilà, un petit p. Le pointeur, il doit garder, donc je crée petit pointeur additionnel qui va être de type struct cell étoile. Okay. Et ce pointeur-là, il doit garder un lien sur la case, sur ce qu'on veut effacer. Du coup, ce que j'ai envie de lui donner, c'est le B000. Comme ça, je fais un free de paix et puis mon algo, il libère la mémoire. Du coup, comment j'y accède? Bah, c'était temp de suivre et je crois que c'est tout. C'est ça. Okay. Là, j'ai temp qui pointe sur la cellule du 3 et ça me permet de modifier la cellule du 3 parce qu'on va changer son pointeur. Et puis j'ai un pointeur temporaire P qui pointe bien sur la cellule du 4. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Avant de détruire le 4, il faut changer faut changer ça. Okay? Faut que ça pointe maintenant sur cette cellule. Pour faire, bah, on va aller un peu plus loin dans la liste. La valeur de C00 est stockée ici dans cette case. Donc on va copier ça là. Ok. Donc, pour y accéder, on sait qu'on veut modifier temp de suivre. Et puis il va être égal à temp de suivre. Ça c'est le B00 de la cellule 3. De suivant. Donc ce deuxième flèche ici, ça me permet d'accéder aux cellules 4. Et puis le suivant, c'est la case suivante qui contient C000. Donc avec ça, dès que je fais ça, ça vaut C00. Ok? Donc j'ai déjà raccourci la chaîne et faut juste libérer la mémoire. Pour libérer la mémoire, c'est bien P qu'on veut libérer. Avec ça, cette cellule elle est détruite. Et je return. Plus besoin de faire autre chose dans le code. Okay. Et là, j'ai testé ce cas. Supposons que c'était pas le 4 et que c'était le 3. Excuse-moi, c'était pas le 4 et c'était le 17 ou un 23 ou un numéro qui n'existe pas dans la liste. Ce que je vais faire, c'est si c'était pas la cellule temp suive de valeur, donc celui qui est juste devant celui pointé par temp, qu'est-ce que je fais? Ben, il faut avancer la chaîne. Et du coup, temp serait
égale à temp de suivant. Point virgule. Ok. Ça me permet d'avancer d'un cran et puis retenter. Et qu'est-ce qui se passe dans un cas où, donc là j'avance, je rentre dans le if si je trouve l'élément, et si je le trouve pas, j'avance. Je rentre dans le if si c'est l'élément, et si je le trouve pas, et si je le trouve pas. Qu'est-ce qui se passe si à la fin de toute l'algo je trouve rien? Bah là on retourne aussi. Rien à faire. Ok? Ça veut dire que j'ai rien trouvé. Du coup, je vais faire grand le code juste pour voyez un peu l'algo. Il y a bien le cas où la liste est vide, le cas où c'est le premier élément qu'on veut effacer, et il y a un cas où je trouve l'élément et j'efface, mais c'est pas la première cellule, c'est une cellule plus loin ou plusieurs cellules plus loin. Et puis il y a quand même le cas où l'élément était pas du tout était pas trouvé. Okay. Cas où X n'est pas dans la liste chaîne. Okay. Si vous regardez, donc ici je parle d'un cas où j'ai rien fait, en fait j'ai pas trouvé l'élément. Ici je parle de la même chose, j'ai pas trouvé l'élément. Mais dans ces deux returns ici, je vois qu'il y a deux cas où je trouve et j'arrive à effacer l'élément. Est-ce que vous pensez que ça peut être utile de dire à la fonction qui appelle sous pression les chaînés que j'ai bien trouvé l'élément? Bah oui. Okay. Donc, comme on pourrait dire dans une fonction appellante, c'est en l'occurrence ici c'est le main, que c'est bien l'élément que j'ai bien fait le travail qui a été demandé. Et là pardon? On Vas-y. met un retourne de 0 à la fin de la fonction. Comme ça, si jamais on met une variable qui, par exemple, on peut faire a égale la fonction. Et comme la fonction, elle prend en entrée un pointeur, bah, comme ça, elle va quand même modifier notre liste chaînée. Et à la fin, s'il y a retourne 0, c'est que ça s'est bien passé. Ouais. Ok. Du coup, la proposition c'est quelque chose comme ça. Donc, trouver égale à 0. Et puis à la fin, je fais return trouvé, non? C'est un peu le type de code que vous connaissiez de... Si j'ai bien compris la proposition. Et du coup, dans chaque return ici, j'ai plus besoin de faire ces un peu return intermédiaire. Okay. Il y a un peu mieux parce que ça va m'obliger à changer mes if dans des if else parce qu'il y a d'autres cas. Du coup, j'ai pas besoin d'une variable a ou une variable additionnelle. Ce que je vais faire ici, c'est je vais tout de suite retourner 0, j'ai rien trouvé. Ici, 1, c'est j'ai bien fait le boulot. Ici, 1, j'ai bien fait le boulot. Et voilà. Ok? Donc là, j'ai bien les 4 cas. 2 cas où j'ai trouvé l'élément et j'efface. Et puis 2 cas où c'est pas, où j'ai rien trouvé. Pour ça, il faut ensuite changer l'entête de la fonction. Oui, c'est ça, le prototype. Est-ce que tu vois pourquoi j'ai pas utilisé de variables temporaires? Non? Ok, c'est pas grave. C'est très bien. En tout cas, l'idée est là. Même avec les variables temporaires, ça nous permet de le faire. C'est juste que si je fais une variable temporaire, le code devient plus difficile à lire en fait. C'est juste une question de lisibilité, de facilité. Ok. Si on revient, donc ça c'est le cas recherche sous pression typique. Si je suis dans un cas où ma liste maintenant, c'est pas une liste classique. Si vous vous souvenez, dans le cours, on parlait des listes à tête fictive. Ok? Donc ça va changer quelque chose. Ça fait que le pointeur n'est jamais nul. Le pointeur initial n'est jamais nul. Et en quoi c'est intéressant? Ça veut dire que ce cas-là, déjà, ok, déjà il y a un point très important. Si je sais que L, qui était à l'adresse, je sais pas, F0A0, et qui pointait sur quoi il pointait? ABC, non.
F0 à 0, c'était la cellule. Ok. Du coup, il pointe sur un DFAF. Je sais qu'elle pointe toujours sur une cellule où je vais pas stocker de valeur, je laisse même la mémoire poubelle, qui est dans DFAF. Et ensuite, c'est lui qui va pointer sur FA0, je sais pas ce que j'avais mis, qui est la première cellule, avec le 3. Et puis le 3, il pointe ailleurs, sur la cellule avec le 4. Ok? En quoi ça change mon algo? Ça veut dire que L n'est jamais nulle parce que j'ai toujours une tête fictive, ok? Ici, c'est la clé, c'est la tête fictive. Si j'ai pas besoin de changer L, tiens, je vais copier tout ce code, comme ça vous voyez en quoi ça nous simplifie les choses. Je sais ensuite que j'ai pas besoin de double pointeur parce que je vais jamais changer le L du main. Du coup, je peux laisser petit L. Ok? Je cherche bien tiens, je vais changer tête fictive. C'est une tête. Ok. Ça me permet de juste regarder L de suivant dans tous les cas. Du coup, ce cas-là, j'ai plus besoin parce que PL ne sera jamais nul. Est-ce que je peux tomber dans le cas où j'essaye de supprimer le premier élément? Bah non, parce que le premier élément, c'est la tête fictive. Ok, donc la tête fictive saute. Et puis là, je peux faire un parcours si je veux, juste pour voir à peu près le même code. Donc j'ai créé mon variable temporaire qui me permet de parcourir. Celui-là, il a... Ouais, on peut laisser égal à L, c'est pas très grave. Et ensuite, il va tester, est-ce que temp de suivante, du coup, il prend l'adresse. J'ai ma variable temporaire temp. Il va prendre la valeur de L, donc c'est D, F, A, F. Ok? Donc, il a la première cellule qui est la tête fictive. Il va regarder si il y a un vrai élément dans la liste, donc c'est le premier. Si il y a cet élément, il regarde est-ce que c'est celui que je cherche à effacer. Si oui, on fait exactement la même procédure, on va détruire la cellule. Et sinon, on avance. Et puis ici, on avance d'un cran. Et on va faire ça jusqu'à trouver soit l'élément, soit il y a plus d'éléments dans la liste et on sort. Donc ce que je voulais vous faire voir, c'était avec une tête fictive, beaucoup de vos algos se simplifient parce qu'on n'a plus besoin de tester les deux cas initiaux. Ok? Et c'est les deux cas où on va modifier la liste de l'appelant. Bon, qu'est-ce que ça nous coûte faire ce type de truc? Ça va nous coûter à l'initialisation, il faut créer une cellule fictive. Et quand vous libérez la liste, il faut pas oublier de la libérer. Et puis ça nous coûte cette cellule, là, ok, cette cellule fictive. Ok. Il y a des questions là-dessus ou pas? Non. Ok, je vais. Ok, très bien. En tout cas, ça fait un tour de l'algo de recherche aussi dans la liste. Ok. Un autre exemple de listes qui sont un peu différentes, ça on va en parler un peu plus tard. On peut avoir des listes doublement chaînées, ok? Et donc ça on a un pointeur suivant, et puis on a aussi un pointeur ici qui va être précédent. Et chaque cellule, il a deux pointeurs. Que c'est pas très compliqué à suivre. Et du coup, précédent de la première cellule, elle vaut nul. Suivant de la dernière cellule, elle vaut nul parce qu'il n'y a plus rien. Et par contre, les autres précédents et les autres suivants, ils valent tous quelque chose. Du coup, celui-là, il va pointer sur celui qui le précède. Et ça permet ensuite
ça simplifie certaines algos. On n'a plus besoin de regarder une ou deux cellules en avance. On peut être sur une cellule et on peut reculer pour changer un pointeur ou avancer. Ok? Du coup, si moi j'ai un pointeur et j'ai dit, ah oui, je pointe déjà sur toi et c'est bien toi que je veux supprimer, je vais aller taper sur ses voisins. Je vais dire, voisin, change ton pointeur. Tu pointes plus sur lui, donc c'est ce pointeur-là. Ce pointeur va pointer là-bas. Et puis je dis à l'autre voisin de l'autre côté, je dis, ah, tu pointes plus sur celui-là, tu vas pointer sur celui d'avant. Okay? Ça me permet très facilement de faire un code qui, si vous regardez ici, c'est la suppression. C'est je reçois une liste et je change de précédent et le suivante, et puis je libère la cellule sur laquelle je pointe. On va pas faire le code, mais ce qui est peut-être plus intéressant à voir, Que cette méthode, elle permet de simplifier les décalages quand on fait, on ajoutait un élément à une liste qui est triée. Ça permet de juste avoir la dichotomie. Non, ça va pas marcher. Je sais pas qui parle parce que ce truc il m'affiche pas qui parle en fait. Bon, non, ça va pas servir pour la dichotomie. Parce que dans les listes, ordonner les listes, c'est assez pénible. Hein. C'est un truc et c'est pas performant du tout. Du coup, faut pas tomber dans un cas où tu veux ordonner une liste. Faut faire toujours l'insertion ordonnée si vous avez besoin d'une liste ordonnée. Mais pourquoi je dis que la proposition va pas marcher? C'est parce que nous, on a une cellule initiale, et puis, qui pointe sur une cellule, qui pointe sur une cellule, qui pointe sur une cellule, qui pointe sur une cellule. Ok? On va faire une petite dernière comme ça. Ça, c'est notre truc classique. Ok. Si je dis, maintenant, les cellules pointent dans les deux sens. Ok? Donc lui, il pointe là-bas. Lui, il pointe là-bas. Et lui, il pointe là-bas, etc. Si j'ai envie de faire un algo dichotomique, il faut bien que je puisse décomposer en deux le travail. Quel est le problème? C'est comment j'accède à la cellule 3, par exemple. Si j'ai toutes ces cellules-là, la moitié c'est 3. Et du coup, comment je fais pour accéder? J'ai pas son adresse immédiatement. J'ai pas ça dont j'ai besoin. Du coup, il faut quand même que je passe de L. Est-ce que toi, c'est bien le troisième? Non, c'est le premier. Puis le deuxième. Puis le troisième. Et ok, maintenant je t'ai trouvé. Mais là, je suis sur un algo linéaire. J'ai déjà fait 3 sauts pour y être. Du coup, si ensuite on redivise, je dis, l'élément que je cherche, c'est à gauche. C'est cette cellule-là. C'est vrai qu'avec ces flèches, je peux le trouver relativement rapidement, mais si vous imaginez une chaîne qui est beaucoup plus longue, en fait, qui contient beaucoup de valeurs, arriver à la moitié, c'est linéaire. Et puis la moitié, ça va être linéaire, et linéaire, et linéaire. Et du coup, je suis pas gagnant. Okay? Dans un cas où vous faites une recherche sur une liste chaînée, les recherches, c'est linéaire. Vous passez d'une cellule à l'autre. Et même si j'ai le double tête, excuse-moi, si j'ai tête, comme ce qui est proposé là, et donc c'est celui qui pointe sur la dernière cellule. Ça me permet de faire des opérations en queue très rapidement, ok? Je peux ajouter en queue ou supprimer en queue facilement, et puis avec les doubles chaînes, je peux être sur la cellule quand j'efface, et je peux changer ce pointeur très facilement. Si j'ajoute, c'est le plus facile en queue, c'est je change le nul, je crée une cellule et puis je fais pointer sur la nouvelle cellule. Donc tout ça c'est facile. Par contre la recherche c'est jamais performant. Du coup sur les listes il faut, si vous regardez un peu peut-être cet exemple, il faut se limiter aux opérations. Si vous y arrivez, parfois on a besoin de faire une recherche, il n'y a pas autrement, mais il faut se limiter aux opérations qui se font avec les pointeurs initiales de préférence, avec L, et puis si vous avez un pointeur de queue, souvent on va l'appeler tête et queue, ok? Et si vous avez les deux pointeurs, vous pouvez faire des opérations à la fin et des opérations au début, mais rarement on va utiliser une liste pour faire beaucoup d'opérations au milieu. Du coup, quand vous faites un choix, est-ce que je prends un tableau ou est-ce que je prends une liste? Faut se poser des questions.
L'avantage des tableaux, c'est que c'est performant pour faire les recherches type dichotomique et tout ça. Le défaut, c'est qu'il faut anticiper la taille. Et il y a certaines, si vous vous souvenez de l'insertion ordonnée dans les listes contiguës, donc dans les tableaux, il y avait tous les décalages à faire. Donc dans les cas d'insertion, c'est pareil, c'est pas toujours très performant. Si vous faites beaucoup d'opérations où vous ajoutez en tête ou en queue et que c'est pas ordonné, liste chaînée c'est très performante. Là, toutes les opérations sont de complexité 1. Et ah oui. Et l'autre truc de liste chaînée, c'est que on n'a pas besoin d'anticiper la taille, parce qu'on va juste construire des cellules chaque fois qu'on nous demande. Il y a pas d'anticipation, il y a pas d'évaluation. Vous faites un truc, et puis si vous avez 1 million, c'est le même code que si vous avez 5 cellules. Ok. Bon, ça on va voir juste après les queues si on a du temps. Je passe au suivant. Sauf si vous avez des questions, et n'hésitez pas à m'interrompre. Ici, c'est un cas de liste circulaire. Ok. C'est la dernière cellule, donc celui-là. Il va pointer sur la première. Et du coup, si je fais L de suivant, L de suivant, L de suivant, L de suivant, je fais le tour. Okay. Et il y a des cas comme des algos de ordonnancement ou des petits trucs comme ça, où tu vas travailler un truc et puis tu passes à la suivante, puis tu passes à la suivante. Il y a des tâches qui arrivent de temps en temps et il y a des tâches qui finissent qui sont supprimées. Et du coup, des cellules, ils maintiennent ça. Dans un cas où... Je vais remettre ça comme j'avais. Donc sur les circulaires, là on a une liste avec beaucoup d'éléments. Je peux aussi avoir une liste vide qui vaut nul. Donc elle vaut nul. Je peux aussi avoir une liste avec un seul élément. Donc lui, il est, je sais pas, B000. Il va pointer sur la première cellule, AUKA. Ça, c'est la cellule. Ça peut être notre 3. Et puis lui, sur quoi il va pointer? Il va pointer sur lui-même. Ok? Donc ça, c'est une liste à un seul élément. Donc lui, il pointe sur la première cellule, et puis la première cellule pointe sur elle-même. Donc, comme vous pouvez imaginer, il y a quand même des cas où on peut avoir des petits problèmes. C'est l'algo, si vous faites un algo de affichage par exemple, vous commencez par le premier, deuxième, troisième, blablabla, vous faites le tour. Il faut savoir quand est-ce que il faut s'arrêter. Et là, le test est simple, c'est vous créez un pointeur additionnel qui pointe. J'aurais dû le faire en haut. Pointeur P qui pointe sur le suivant. Ok. Et puis c'est celui-là. Pointe sur le suivant. Est-ce que P égale à L? Non. Du coup, ça change et puis il pointe sur celui d'après. Est-ce que P égale à L? Non. Puis il va changer, il pointe sur celui d'après. Une fois qu'il a fait le tour, il a fait tout le tour, il va finir par pointer sur l'avant-dernier. Est-ce que c'est égal à L? Non. Du coup, il finit. Et il va pointer ensuite sur L quand vous faites P égale à P de suivante. Est-ce que P égale à L? Oui. Et ton algo c'est fini. Un petit algo si le code à peu près. Que je voulais introduire un autre concept aussi. Tiens, on va copier un truc. Circulaire, pensée. Ok, je récupère la définition de cellule. Une fois que j'ouvre l'autre fichier. Ok, ça c'est notre cellule classique. Et ouais, tant qu'à faire, on va faire un truc juste un petit peu. Oh, non, ça va. Je le fais juste après. Peut-être mettre le code ici. Voilà. J'ai toujours ma cellule int valeur, celle de suivante, pour faire un affichage. Ok, juste un print avec un while. Je reçois la liste, donc ça c'est le pointeur L. Ok, c'est bien celui-là initial.
je regarde, est-ce qu'elle vaut nulle? Donc ça, c'était le premier cas qu'on a dit. Si elle vaut nulle, je return. Est-ce que j'ai besoin de dire si ça a marché ou pas marché? Non, parce que c'est de l'affichage. Il n'y a pas de modification, il n'y a pas d'opération sur les listes, etc. Okay? Donc pas besoin de faire return 0 ou autre chose. Ici, je crée ma cellule temporaire, donc temp, que j'ai appelé pep. Ouais, on peut le changer ici. Non. Temp. Je dis temp égale à suivante. Parfait. Donc temp vaut suivante, c'était le premier cas. Et je fais un affichage. Donc, je vais afficher celui-là. Tant que temp est différent que list. Okay? Et c'est ce temp différent que list qui me permet de éviter qu'est-ce que je fais de dessin? De éviter ce cas ici de boucle. Okay? Je vais afficher et tant que c'est différent, je reboucle. Okay? Si vous regardez, j'ai utilisé un do while pour faire le premier affichage et puis finir. Il y a une autre possibilité, donc ça, souvent, ouais, on peut copier ça. Moi, j'aime bien faire les trucs aussi avec des for. C'est pour ça que je fais avec un while ici. Est-ce que vous pouvez imaginer un for qui fait le tour du truc? Donc, dans un for, on n'a pas comme les do while. On n'a pas la facilité de dire je fais quelque chose tant je commence et ensuite je regarde. Ici, il faut et ça va nous demander de faire un petit print supplémentaire. C'est pas très grave. Ok, si je voulais faire à peu près le même code avec un for, je peux dire le for c'est int i égale à 0, int plus petite que quelque chose, et puis j'incrémente. Ok? Donc ici, je peux faire struct cell pointeur de temp. Donc ici, j'ai un pointeur de cellule égale à liste de suivante. Donc ça, c'est l'initialisation de mon truc dans le for. Point virgule comme d'habitude. Quelle est la deuxième condition? On peut l'écrire ici. Tant que temp est différente que list. Point virgule. Et puis, je fais quoi? Je fais, pour les incréments, je fais temp égale à temp de suivant. Ok? Je finis mon for, je vais essayer d'aligner les accolades. Comme ça, vous voyez bien les trois parties du for. Ok? Si au cas où vous n'étiez pas au courant, vous pouvez aussi laisser des parties vides dans un for où l'initialisation est faite ailleurs ou quelque chose. Rien vous empêche que rien vous oblige de tout faire. Donc tant que celui-là je n'ai plus besoin. Pourquoi? Parce que temp est déjà créé ici dans le for. Donc temp est une variable du for. Et dans ces cas-là, je vais faire quoi? Je vais imprimer. Donc c'est le même printf, temp de valeur. Ici on a un petit détail, c'est ce que je voulais évoquer, c'est que si on a ici liste temp prend, si vous regardez, temp prend liste de suivante. Donc dans un cas, par exemple ici où j'ai un seul élément, temp va venir se greffer. Quand on initialise, il prend suivante. Du coup, il va prendre liste vaut A0CA, suivante vaut A0CA. Okay? Qui va prendre A0CA. Et il va se dire, je rentre pas dans le for parce que temp n'est pas différente à liste. Et du coup, on n'a jamais imprimé le premier élément parce qu'on est déjà tombé dans ce cas-là. Comme j'ai déjà testé ici, si ma liste est vide et je retourne, il suffit juste de faire un print supplémentaire, pas avec temp, de liste. Ok? C'est bien, ouais, c'est la bonne voilà. Ok? Ça permet d'imprimer le premier élément, et ensuite je boucle sur tous les autres. Ok, il y a des questions sur ça? Vous pouvez aussi écrire vos trucs en une seule ligne, hein, c'est pas très gênant. Faut juste, donc comme j'ai conseillé à certains en TP hier, faire un peu attention à la lisibilité. Donc
pouvez faire un long for, des lignes comme ça. Souvent on essaye de pas trop dépasser les 80 caractères. Et moi c'est pas gênant avec des grands écrans et tout, 120 caractères, donc 120 colonnes ça va. Mais par exemple le kernel Linux, ils exigent que le code dépasse, sauf un argument utile, que ça aide la lisibilité. Ils disent que ça doit pas dépasser les 80. Donc si vous regardez sur mon écran, ligne 34, je suis à la colonne 73. Ça c'est vrai. Ok. On va passer sur le reste. Ici, on va en parler un peu. C'est les piles et les files d'attente. Okay? Il y a plein de types de variantes de listes, de listes chaînées ou listes contiguës, selon l'utilisation. Donc vous pouvez... Monsieur Forget qui me parle. Laisse-moi tranquille, Monsieur Forget. Et du coup, vous pouvez les personnaliser en fait selon vos besoins. C'est ça l'objectif. En fait, vous avez un certain problème et vous avez une idée de comment l'implémenter ou comment la résoudre avec une liste contiguë. Bah, vous faites ça et vous l'adaptez à vos besoins. Okay. Il y a deux problèmes qui reviennent très communs, c'est les piles et les files d'attente. On va en parler beaucoup plus. Donc les piles. Ici c'est en anglais c'est on dit pas pile, on dit c'est une structure LIFO. Okay? C'est last in first out. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai des éléments, par exemple, je sais pas, lui 7 13 2 1. Si je vais empiler quelque chose, par exemple, j'empile un 3, quand je dépile, c'est le dernier élément qui a été rajouté dans la pile qui va être stocké ici. Le 3, c'est celui qui va sortir. Okay. C'est très important, c'est pas du tout comme les queues. C'est le premier qui rentre, c'est le dernier qui sort. Okay. Et le dernier qui rentre, c'est le premier qui sort. Et pour ça, on a quelques opérations de base. C'est utilisé dans pas mal de trucs, même des algos type je recherche sur un plan, je teste à gauche toutes les possibilités. Si vous êtes sur un plan et vous cherchez un schéma, quelle est la plus courte ou quelle est la bonne façon de sortir, vous les empilez toutes vos possibilités que vous avez prises sur la pile, puis vous les dépilez quand vous revenez en arrière parce que c'était pas la bonne solution, puis vous empilez, puis vous dépilez, puis vous empilez. Et quand vous avez trouvé la sortie, la pile, c'est le bon chemin, le chemin parfait pour sortir. Du coup, c'est vraiment... j'ai mis ordre chronologique inverse pour dire exactement la même chose. Hein. C'est ce qui arrive tard qui part en premier. Pile de cartes, blablabla, ça on va sauter. Par contre, c'est assez similaire à ce qui se passe dans la mémoire. Quand vous appelez une fonction, ça s'ouvre sur la pile d'appel et toutes les variables dans cette fonction s'ajoutent à la pile et puis ça rappelle un nouveau fonction et puis ça se réincrémente. Il y a 2 fonctions et puis 3, puis 4, puis 5. Et quand les fonctions commencent à fermer, c'est le dernier qui est ouvert qui commence à fermer en premier. Okay? Donc ça ressemble pas mal les algos récursifs parce que si vous vous souvenez, les algos récursifs, ça utilise des variables temporaires dans chaque fonction pour travailler, qui sont stockées sur la pile d'appel. Et on l'appelle bien une pile, c'est parce que c'est trop similaire ou très similaire à la structure pile classique. Okay, donc ça s'accumule sur la pile et puis ça se décumule. Par ailleurs, si vous voulez faire une conversion, il y a une preuve mathématique qui dit que toutes les algos récursifs peuvent être convertis en algos itératifs à l'aide d'une pile. C'est parce que les algos récursifs, ils s'aident déjà des appels de fonctions et les variables qui sont stockées sur la pile, donc c'est assez naturel que ça soit bien une pile qui aide à les convertir. Quelques fonctions de base. Donc, c'est toujours en pseudocode, mais c'est pas très grave. P, c'est une pile et V, c'est la valeur. Okay? Si j'ai une fonction empilée, ça va prendre une pile et puis ça rajoute une valeur. Dépiler, ça prend une pile, ça rajoute ça renvoie une valeur. Donc ici, il y a 2 options. Soit vous passez un pointeur vers une variable où vous voulez stocker la valeur, un peu comme ce que vous faites avec scanf. Soit vous retournez la valeur par retour de fonction. Okay? Et donc c'est pas comme le scanf, c'est plus comme d'autres fonctions comme
comme str length ou quelque chose qui va compter et vous retourne un entier. Sommet, ça permet de regarder le dernier élément de la pile. Donc, dans l'exemple qu'on avait fait avant, ça permet de regarder quel est l'élément la plus haut dans la pile, la dernière qui a été ajoutée, sans la dépiler. Ok, on va juste la récupérer, mais on la dépile pas. On a typique, c'est initialisation de pile et pile vide, c'est les fonctions de base. Savoir si on a des éléments dans la pile. Selon comment vous implémentez la pile aussi, il y a peut-être une taille limite ou pas. Et du coup, il faut aussi savoir si la pile est pleine. Pour ça, on passe une pile et puis on regarde. Et voilà. Je pense que ça fait le tour des trucs de base des piles. Vous avez deux choix avec ce qu'on a vu jusqu'ici dans le cours pour l'implémentation. Une, c'est la liste chaînée. Du coup, dans ce cas-là de liste chaînée, vous pouvez imaginer, pas besoin de l'imaginer. Vous pouvez imaginer une liste chaînée où, maintenant c'est Monsieur Renega qui me gêne. J'ai fermé mon Discord au passage. Ah non, parce que si quelqu'un pose, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions. On est sur la chaîne Discord. Hein, si vous osez pas parler au micro, vous pouvez poser vos questions. Du coup, si on revient ici dans une implémentation liste chaînée d'une pile, je peux avoir le premier élément qui a été ajouté, puis le deuxième, le troisième, puis l'énième, et le tout dernier. Ok? Du coup, si je fais sommet va regarder et me récupérer le 23 sans dépile. Si je fais un get typique ou ce qui est un dépilé, ça va me renvoyer le 23 et ça va supprimer la cellule. Okay? Et si je fais empiler, ce que ça va faire, c'est ça fait un ajout en tête. Ça va créer une cellule. Ça va initialiser les valeurs. Donc, ça va bien initialiser là. Puis ça va changer cette lien-là et ça fait ça. Ok? Donc, comme c'est une liste chaînée, vous avez ajout tête et suppression de tête, en gros. Et ça permet d'ajouter des éléments, donc empiler ou de dépiler. Pseudocode, on peut le faire vite fait probablement. Quelle heure? 9h13. Ouais. Je pense que là, je vais un fichier. Ok, on va copier celui-là et puis on va faire pile chaîne. Pas besoin de print, je vais juste récupérer les en-têtes. Ok, on peut peut-être commencer par le main dans ce cas-là. Parce que le type c'est peut-être mieux. Du coup, j'ai toujours ma cellule parce que ça me permet de faire les listes chaînées et c'est ce qu'on va utiliser. Si comment ça va fonctionner les piles? Idéalement, ce que je veux, c'est déclarer une pile. Et donc, on avait vu qu'une pile était un pointeur de cellule. Je peux très bien faire struct cell étoile et puis l'appeler pile. Okay? Ça, c'est mon pointeur initial. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, quand je crée ce pointeur-là, faut bien, si je suis dans le main, je crée P, qui est ma pile, ou pile, excuse-moi. Okay. Et qui est de type struct cell étoile. Faut l'initialiser. Du coup,
soit je fais pile égale à nul, c'est le truc typique. Sinon, je peux aussi m'aider des fonctions auxiliaires. Comme on avait dit par définition. Ah, ça a planté. J'ai dû taper un truc. Ah voilà, c'est revenu. Ah non, c'est la sauvegarde de vidéo qui déconne. Ok, si vous m'entendez toujours. Je peux passer une pile ici en fait. On peut l'appeler P. Ça sera plus facile. Petite astuce. Ouais, on va faire ici, on va faire des typedef. Si j'ai pas envie, j'ai vraiment envie de travailler avec le concept de pile, je peux utiliser un typedef. Ok, c'est on en a vu. Certains les utilisent déjà en TP. Et je peux renommer struct_cell étoile ou struct_cell en pile. Okay. Comme je sais que la pile est déjà un pointeur, bah, je peux très bien faire struct_cell étoile. Je dis ça c'est une pile. Ça me permet ensuite de dire, quand je définis une pile, d'utiliser le même concept que j'ai défini avant. Il y a une autre astuce dont je voulais vous en parler, vous en parler. C'était qu'est-ce qui se passe si une cellule de entier ne vous convient pas? Vous êtes souvent amené à modifier dans pas mal d'endroits cette information-là. Okay? Et vous pouvez aussi utiliser un typedef, je sais pas, mon type. Et vous pouvez aussi faire un typedef type int, ou même par exemple, int. On va faire pour avoir le même. Mon type. Et puis voilà. Et quel est l'avantage ici? C'est que plus tard dans le code, si j'ai tout codé avec mon type, et que finalement un int me convient pas, et je dis, ah oui, il fallait que des positifs, je fais un unsigned int, je recompile avec un changement tout petit dans la ligne, toutes mes cellules sont mises à jour et toutes les fonctions qui ont utilisé mon type sont à jour aussi. Okay? Si je dis, ah oui, bah c'était pas int qui m'intéressait, c'était peut-être char, ou peut-être c'est même pas ça, c'est typedef struct person, comme dans l'UTP qu'on avait fait. Ça permet à mon type de chaque fois se modifier. En fait, il va changer, sa définition est changée, et on n'a pas besoin de faire autre chose que recompiler le code avec un petit changement. Okay. Je vais laisser ça de côté pour pas trop complexifier les trucs pour ceux qui auraient plus de mal à suivre. Ok. Donc ici, j'ai la définition d'une pile. J'ai défini une pile. Ici, je vois bien que faut faire attention, pile est un pointeur. Okay. C'est un pointeur de structure. Du coup, init pile, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va initialiser le pointeur. Comment ça fait? Bah, pas besoin de retourner quelque chose, c'est l'initialisation. Init pile va prendre une pile étoile. PP, si on veut. Et puis, ça va être étoile PP. Voilà. Qu'est-ce que ça me permet de faire? Ici, quand j'appelle init pile, je vais avoir PP, qui est une pile étoile, quelque part dans la mémoire, mais qui va récupérer B000, donc c'est l'adresse de la pile qu'on lui a envoyée. Ok? Et donc, il pointe sur une pile. À partir de B000, on peut faire étoile, il revient ici, et puis là, il initialise à nul. Okay? Dans ma pile est initialisée. Pour un cas où on a juste un pointeur initialisé, c'est pas super intéressant, mais dans d'autres cas où on a 3 ou 4 trucs à initialiser chaque fois, c'est super intéressant d'avoir une fonction init. Ça facilite le code, ça rend le truc lisible. Donc ici, j'ai ma fonction init. Qu'est-ce que on voudrait faire ensuite? Une fois que j'ai une pile, bah, pourquoi pas empiler quelque chose.
Donc si je veux empiler, comme vous pouvez imaginer, c'est une liste chaînée. Du coup, il faut modifier P dans le main pour ajouter des éléments. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Je sais pas. On avait dit des numéros. J'ai laissé à la ligne 9 int. Du coup, on va faire des numéros. Si j'essaie d'empiler, je peux faire ça 2, 3, 4 fois. Donc là, j'essaye d'empiler des trucs. Comment ça marcherait la fonction empiler? Est-ce qu'elle a besoin de retourner quelque chose ou pas? Potentiellement. Mais si on sait pas, on va pas le faire. Empiler. Qu'est-ce qu'elle prend dans paramètres? Elle va bien prendre l'adresse de la pile, parce que si la pile est vide, elle doit modifier P. Excuse-moi. C'est dans tous les cas, parce que c'est une pile, c'est dans tous les cas, on fait ajout tête. Et du coup, pour ajout tête, il faut bien modifier P. Du coup, ajout tête étant le plus performant pour... qu'est-ce que je vais faire? Pile... Pointeur de pile. Donc pp est bien un double pointeur, ouais. C'est juste que le typedef nous cache un des pointeurs. Et... puis on a juste besoin d'appeler ajout tête de... voilà, de la valeur. Vous sauriez... Tout le monde se souvient de comment faire ajout tête? Sinon je dois pouvoir le trouver rapidement. Ajout tête, ajout tête, ajout tête, ajout tête. Ajout tête, c'est celle qu'on ajoute sur la première cellule. Ouais. On modifie le pointeur de la première cellule, on met sur le nouveau, et le pointeur de la nouvelle cellule, on fait pointer sur l'ancienne nouvelle première cellule. C'est ça, exactement. Du coup, quand elle est vide, en fait, elle vaut nul. Du coup, je vais créer une cellule avec un malloc quelque part dans la mémoire. Donc, je vais mettre A000. Elle vaut, qu'est-ce qu'on avait mis? 45. Et puis, comme c'est le premier élément et il n'y a rien d'autre, elle va valoir nul. Okay. Faut bien venir dire ici au P, maintenant, toi, tu vaux A000. Okay. Du coup, lui, il pointe sur ce truc-là. Quand on rajoute le 5, ce qui va se passer, c'est que on doit créer une cellule. On doit dire, toi, tu pointes sur le A00. Lui, il est quelque part dans la mémoire, B000. Du coup, il va pointer sur A000. On avait pris le 5. Donc ici, à la ligne 31, on a dit 5. Je rajoute le 5. Et puis, ce pointeur-là, il est plus utilisé. C'est plus la tête, le 45. Le dernier va être le 5. Puis si je fais le 4, je crée une cellule. Je fais pointer maintenant sur le 5. Je change ce pointeur-là. Je fais pointer ici. Puis lui, il peut être 16, 0, 0. Ok? Et puis c'est le truc classique. Qu'est-ce qu'on avait mis? Un 4. Et puis le 25 aussi, on peut l'ajouter. Donc ça passe par là. Et puis le 25. Et puis des 0, 0, 0. Du coup, ces liens intermédiaires là sont perdus. Je vais les effacer. Et à la fin, j'ai une liste qui est comme ça. Ok. Et P étant dans son espace mémoire aussi. Est-ce qu'on avait mis B00? Mais on va utiliser autre chose parce que voilà. Ok. Du coup, ajout tête, ça crée une cellule, ça l'initialise et puis ça change le pointeur de P chaque fois. Et l'algo, je l'avais déjà donné dans un autre cours, donc il n'y a pas de problème. Ajout tête. Ça prend la cellule. Donc ici, j'ai struct cell étoile étoile. C'est la même chose que pile étoile. Ok? Pile étoile. Exactement la même chose. Pourquoi j'ai laissé l'autre? Vous voyez, ça compile et tout va bien. Hein?
C'est juste parce que ça, c'est l'algo qu'on a vu. On a vu avec la définition de double pointeur. Mais c'est exactement pareil que l'autre si je mettais pile étoile. Et on peut aussi faire suppression tête parce qu'on va s'en servir. Suppression tête, ce que ça va faire, c'est ça récupère le 25. Ça va aussi utiliser un variable temporaire. Ça va changer P pour que P pointe sur le 4. Donc ici, ça va pointer sur le 4. Et puis, ça libère cette cellule-là. Ok? Et ça, c'est suppression de tête. Et ça, c'est presque la même chose qu'ajout tête. C'est juste l'inverse. Du coup, pour pas trop perdre de temps, je l'ai ici sur les yeux. Ok. Donc, je prends le pointeur de pile. Ici, sur l'exemple, ça va valoir F0 à 0, la ligne 29. PL vaut F0 à 0. Je définis, un pointeur temporaire. C'est celui-là on va libérer. Le pointeur temporaire, il doit pointer sur le premier élément de la cellule, donc étoile PL. Elle va pointer sur D000 si on avait déjà supprimé D0, donc il vaut C00. Il récupère C000. Pointeur de la liste, on va l'avancer. Du coup, P, au lieu de pointer sur le 4, il va ensuite pointer sur le 5. Et puis, on libère la variable temporaire. Okay? C'est exactement les pas inverses de ce qu'on a fait dans l'ajout tête où on fait un malloc et toutes ces choses-là. Ok, donc empiler, on peut empiler des numéros sur la pile, ça va les accumuler. Quand on va dépiler, c'est le dernier va être le premier à sortir. Quand qui parle. Du coup, il y avait deux possibilités sur le dépiler. Moi, je peux très bien faire int t égale à dépiler. On peut le faire avec des accents maintenant. Dépiler, c'est bien avec un accent, non? Dépiler, je suppose. Oui, c'est bien ça. Ah, ok. Parfait, merci. Donc, ça va modifier P. Je dois passer l'adresse de P. Et donc ici, dans ce cas-là, j'ai fait dépiler va retourner la valeur int. Okay? J'avais une autre possibilité. On peut même la faire. Dépiler 2 ou je passe l'adresse de t. Faut bien voir quand vous codez que c'est à vous de choisir. Donc, est-ce que je veux que dépiler me retourne un int ou est-ce que je veux passer l'adresse de t? Dans ce cas-là, on va faire plutôt comme ça. Ok. J'ai les deux possibilités. T égale à dépiler, ça me demande une fonction qui retourne le contenu de la cellule et puis la détruise. Ou une fonction où je passe l'adresse de t et ensuite c'est là où la valeur est stockée. Okay? On peut faire le premier. En premier, c'est peut-être plus simple. Dépile. On avait dit, si vous regardez bien, ça prend l'adresse d'une pile. Donc on a bien l'adresse d'une pile. Qu'est-ce que ça va faire? J'ai besoin d'une petite variable temporaire. Ça va prendre la valeur stockée de la première cellule, parce que c'est celui qui nous intéresse. Ça va être... Ah oui. Pile pp. Ça prend le pp, pointeur de pile, et ça prend la valeur de la première cellule. Ensuite, ça doit supprimer la tête. On a déjà vu subtête. Je passe pp pour dire supprime un élément de cette liste. Et une fois que j'ai supprimé, je peux retourner la valeur que j'ai stockée temporairement dans V de valeur. Et voilà, j'ai un petit algo de dépiler. Ok. Faut faire attention ici. J'ai pas testé
si la pile est vide. Pourquoi j'ai pas testé? C'est parce que, si vous avez vu, j'utilise des fonctions auxiliaires comme... Ah oui, on les a pas encore fait. Mais on va les faire. Vous inquiétez pas. Il y avait des fonctions auxiliaires de dire pile pleine ou pile vide qui me retournaient des booléennes. Et donc moi, je vais supposer que la personne qui appelle dépiler, il a déjà testé qu'il y a bien des éléments dans la pile. Sinon, c'est à lui de le faire. Okay. Ça permet de faire un truc dans des boucles aussi. Bon, on va faire la petite boucle. Donc, je peux faire un printf. Qu'est-ce que j'ai eu? Un pourcentage d. Je peux faire anti/n. Et qu'est-ce que je vais imprimer? T. C'est la valeur que je récupère. Ok? Si on voulait faire un truc, on peut le faire avec tant qu'il y a des éléments dans la pile. Donc là, j'ai dépilé un élément. Il y a encore 3 éléments dans la pile. 3 cellules. Si je veux une boucle pour tout dépiler et tout faire, je peux très bien faire un while. La pile n'est pas vide. Donc pile vide va retourner vrai si il y a plus d'éléments. Ça veut dire que dans le cas ici, P vaut nul. Donc ça retourne vrai dans ce cas-là, faux dans l'autre. Et moi, je veux travailler jusqu'à ce pendant qu'elle soit pas vide. Okay, donc c'est le not pile vide de l'adresse. Ouais, on n'a pas besoin de l'adresse, juste P, ça devrait passer. Je mets une petite accolade. Qu'est-ce qu'on va faire dans pile vide? On va imprimer. Ok. Pas besoin de faire T. Ici, on peut utiliser directement dépiler. C'est notre fonction qu'on avait déjà créée. Donc, j'ai pas besoin de stocker les valeurs. Je vais juste les afficher. Et on va faire notre dépiler comme ça. Voilà, je pense que c'est bon. Sauf que la fonction pile vide n'existe pas. Donc, pile vide. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a besoin de retourner quelque chose? Oui. C'est une booléenne. Okay? Pile vide. Qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Elle a besoin de P. Et juste de P pour savoir s'il y a des éléments. Okay? Si P vaut nul, elle retourne vrai. Si P vaut autre chose que nul, elle retourne faux. Du coup, pile P, elle peut très bien recevoir une copie de ce pointeur, elle n'a pas besoin d'éditer celui du main. C'est important que ça soit clair pour vous, dans quel cas on met un pointeur et dans quel cas on n'a plus besoin. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. Est-ce que P égale à nul? Ça, c'est la question. Et du coup, je vais juste retourner P égale à nul. Ok? Je sais que certains, ils auraient voulu faire if P égale à nul. Return 1. Else return 0. Ça aurait fait à peu près la même chose, sauf que je trouve plus rapide d'écrire ça et plus élégant. Ok, pile vide. Si la pile est pleine, on peut aussi faire le code de pile pleine. C'est booléenne. Est-ce qu'elle est pleine? Donc is pile pleine. Ça va prendre une pile. Et dans les cas des listes contiguës, c'est pas comme les listes chaînées, excuse-moi, c'est pas comme les listes contiguës. On peut faire l'hypothèse que chaque fois qu'on fait un malloc pour créer une cellule, que la mémoire est disponible. Si on finit et qu'il n'y a plus de mémoire, dans ces cas-là, il faut quand même planter, il faut arrêter. Parce que quand malloc commence à planter, c'est qu'il y a des problèmes. Du coup, pile P. Qu'est-ce que je vais tester? Rien. En fait, il n'y a rien à faire. On va juste faire une hypothèse. C'est une hypothèse très simple et très optimiste. C'est qu'on a toujours suffisamment de mémoire pour faire un malloc supplémentaire pour créer un élément de la pile. Du coup, est-ce qu'elle est pleine? Jamais. Okay. C'est pas parfait comme truc, mais bon, ça fait l'affaire. Vous pouvez aussi dire, comme on disait au début, je vais limiter ma pile à 10 millions d'éléments, comme le truc de longueur.
Et dans ces cas-là, vous créez dans la structure pile, vous rajoutez un compteur. Chaque fois que vous faites empiler, vous incrémentez aussi le compteur. Si vous faites dépiler, vous décrémentez le compteur. Et le compteur aura le numéro total. Okay? Quand on parle de beaucoup d'éléments, il y a quand même des cas où on voudrait éviter de dépasser certaines tailles. Je sais pas si j'ai oublié des... Ouais, peut-être sommet. On n'a pas fait sommet. Sommet, ça va juste regarder l'élément de la pile et puis la retourner. C'est un peu comme celui-là. Donc sommet, et elle n'a pas besoin de modifier la pile, à différence de dépiler, il va juste récupérer la valeur. Donc il récupère la valeur. C'est pas un double pointeur. Fait P de valeur. Pas besoin de supprimer, pas de suppression de tête, puis il retourne la valeur. Et je crois que c'est bon. Ok. Et il y avait l'autre variante de dépiler, dont on avait parlé. Si vous voulez, comme ce qui est proposé dans le pseudocode, au lieu de retourner un int, vous faites un void. Dépiler va modifier la pile, du coup on a besoin de pointeurs. Et ici, on peut avoir un pointeur vers V. Okay. Ça, c'est là où on va stocker l'élément. Donc, V existe déjà, et du coup dans étoile V, donc des références, l'adresse stockée dans le pointeur de V, et stocke-moi la valeur de valeur. Ok. Et puis, pas besoin de return parce que c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai foiré ici? Ah. Le nom de la fonction existe déjà. Voilà, dépiler 1, dépiler 2. Okay. Du coup, vous avez un dépilé qui fait return par int, et puis vous avez un dépilé qui fait passage par pointeur. Comme ça, vous pouvez les distinguer. Je crois que ça fait à peu près le tour des piles par liste chaînée. Est-ce qu'il y a des questions ici? Est-ce que tout le monde voit comment ça marche? Okay. On empile, on crée une cellule, et puis on ajoute. On dépile, et puis on détruit les cellules. Et puis ce code-là, il est assez basique. En fait, c'est juste l'utilisation. On crée une pile, ça c'est un pointeur vide. On initialise bien les éléments de la pile, et puis on empile, et on dépile. Okay. On peut voir qu'est-ce que ça change avec une pile contiguë. Parce que on va tenter. J'ai juste copié le code pour que ça aille un peu plus vite. Je vais supprimer 2-3 trucs. Est-ce que j'ai des trucs ici? Ouais, peut-être avant de faire ça, on va voir les slides. Ok. Donc ça, c'était implantation par liste chaînée. Si on fait une implantation par liste contiguë, ça veut dire que notre pile n'est plus une liste chaînée comme ça. On l'ajoute à la fin. Ouais, du coup, c'est ça. Et après, on met aussi un élément pour mettre dernier. Et on change dernier à chaque fois qu'on ajoute, on met +1 et on décrémente quand on supprime. Exactement, c'est ça. Donc j'ai dernier, j'ai espace, typiquement dans les piles, les listes contiguës. Dernier vaut -1 quand il n'y a pas d'élément, par exemple. Si je ajoute ici, qu'est-ce qu'on avait ajouté dans le code en premier? On peut suivre le cas du main. Ok, je vais empiler un 45. Donc, j'insère le 45, je modifie dernier, 0. J'empile un 5. Dernier vaut 1. J'empile un 4. Vaut 2. Okay. Et puis j'empile finalement un 25. 3. Et là, je suis à la ligne 80 du code. Okay. Jusque là, c'est simple. On va empiler jusqu'à ce que on remplit la pile. Quand on remplit, c'est là où on a des problèmes. Okay. Du coup, dans ce cas-là, il y a bien la possibilité que la pile soit pleine. C'est la différence des listes chaînées. Et puis, on peut dépiler jusqu'à ce que la pile soit vide. Et puis voilà.
Du coup, le code ici, on peut même garder le même main pour faire ce code. Est-ce que j'avais d'autres éléments? J'ai le pseudocode en fait de code à tester, mais c'est pas super intéressant. Ok, donc on va modifier pas mal de trucs. Init pile, on va la garder. Ajouter, ça ne sert pas. Puis ce init pile, il va être différent. Empiler, on va la garder, juste pour la voir. Pour dépiler. Sommet. Donc, du coup, j'efface tout ce qui concerne les listes chaînées. Et on va démarrer avec les listes continues. Donc, comment on va définir une structure comme ça? Voilà. Très bien. Donc, c'est un tableau. On va mettre un tableau. Donc, struct pile contiguë, par exemple. Petit nom rapide. Elle contient... Tiens, je vais tricher. Je vais faire comme je vous ai proposé avant, mais je l'ai pas fait. Du coup, on peut avoir typedef int, pourquoi pas. Et je vais la renommer int en élément. Puis toutes les fonctions, on peut les faire avec élément. Du coup, élément, espace, de quelle taille on veut. On peut faire de 1000. Le mieux, c'est que, à la place d'utiliser des constants comme ça, voilà. Max pile, et puis, je sais pas, 10 000. Ici, j'ai mon tableau, il s'appelle espace, il contient des éléments. Et les éléments sont des int. Okay? Ça me permet de venir tout de suite et dire, ah non, ce qui m'intéressait, c'était que l'élément soit des chars. Ou dire, ah, c'est pas des chars, c'est des unsigned chars qui m'intéressaient. Okay? Donc, je vais travailler que avec des codes ASCII ou quelque chose comme ça. Ça permet de modifier assez rapidement. Puis, comme on a vu dans la définition, dernier. Voilà, dernier sauvegardé. Du coup, quand on fait une init, il n'y a pas grand chose à faire. Quand la pile est vide, dernier vaut -1. Donc flèche dernier égale à -1. La pile est initialisée. Il y en a encore 15 minutes, ça va aller. Quand on va empiler, pourquoi ça va pas marcher? Ah oui, faut que je change les types aussi. Du coup, yes, pile, espace, devient pile contiguë espace. Boom. Ça a l'air de marcher bien. Je vais pas faire pour tous les codes comme ça, j'arrive à corriger un par un. Ok, pile contiguë, c'est bien le type qu'on avait donné. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Identifier before. Je crois que j'ai oublié le point virgule ici. Ah, merde. Ok, je vais tricher avec le typedef ici. Tout pourri parce que je vais le séparer pour que ça soit bien clair pour tout le monde qu'il y a bien un typedef là. Ok. Juste pour m'éviter de me taper les structs pile contiguë partout, j'ai utilisé ce typedef. Donc typedef pile contiguë. Qu'est-ce que pile contiguë vaut? Donc normalement vous voyez pas le code décomposé comme ça, mais je l'ai fait comme ça juste pour que ça soit un peu plus clair. Pile contiguë vaut une struct pile contiguë qui contient un tableau qui s'appelle espace et un int dernier. Ok? Donc à la place d'écrire struct pile contiguë, je peux écrire pile contiguë. Écoute. Ok? Ça c'est similaire que ce code-là qui est juste pile contiguë. Ok.
c'est une utilisation de TypeDev. Je sais que je vous ai un peu déconseillé avant, mais de temps en temps, en tout cas sur les structures un peu plus complexes, ça peut être intéressant. Si ça vous gêne les TypeDev, faites sans. Et puis c'est même mieux. C'est même mieux. Qu'est-ce qui va pas ici? Pile contiguë. J'ai foiré un truc ici. Pile contiguë étoile, but argument is of type int étoile. Quelqu'un voit le détail que j'ai fait? J'ai bien un pointeur de pile. Merde, ça va m'arriver comme l'autre jour où je l'ai bloqué sur un tout petit détail. C'est mon TypeDev? Eh bah, bravo, mec. Bon, j'ai un tout petit détail. C'est pas grave parce que, avec 13 minutes, je vous corrigerai ça et puis je vous l'envoie plus tard. Du coup, empilé. Ah oui, du coup je vais bien mettre les TypeDev que j'avais. Voilà. Ok. J'ai bien les TypeDev pile contiguë, etc. Il y a bien unsigned char element. Ici j'ai element. Dernier. Pile contiguë. Ah ok, putain. C'est juste qu'il était écrit différemment dans le main. Du coup, mon truc de syntaxe, il me disait que cette fonction-là était utilisée différemment ailleurs. Mais l'erreur était pas super claire. Ok, du coup, j'ai bien une pile, un pointeur vers une pile que je reçois. Du coup, pourquoi un pointeur? Ça m'évite de copier tout cet ensemble ici, tout ça, chaque fois que je fais un appel de fonction. Okay? Du coup, je vais pointer sur la pile qui est dans le main. Si vous regardez, c'est ici que j'ai défini une pile dans le main. C'est exactement le même code que le pile précédente. C'est juste qu'ici, on va l'implémenter avec la liste contiguë. Ok. Du coup, init pile, pp vaut dernier. Qu'est-ce que je vais faire pour empiler? Bon, c'est le truc. Flèche dernier égale p flèche dernier plus 1. Et après, pp, ouais, flèche dernier égale pp flèche dernier plus 1. Et après, on fait pp flèche espace. Et là, on met un crochet pour pp flèche dernier et on met int. Parfait. C'est bien ça. Ok, donc là j'ai bien incrémenté dernier et j'ai bien ajouté l'élément dans la place du dernier. La chose que j'ai pas faite, c'était tester si elle est. Ok. Maintenant, si je teste ici, il faut indiquer à la personne qui appelle empiler, il faut indiquer que ça a marché ou ça a pas marché. Mais moi, je fais l'hypothèse que la personne qui appelle empiler, il a déjà testé s'il y a de la place. Okay, c'est la seule condition. Du coup, c'est la personne dans le main qui doit tester qu'il y a bien suffisamment de place pour empiler. Ok, un pile plein. Faire dépiler, c'est l'inverse. Du coup, je vais le faire en une petite ligne, comme ça. Ça va être pp flèche. Dernier égale pp flèche et Ouais, on va tricher pp
Ça, c'est en une seule ligne, je crois. Parce que j'ai fait not declared Mais here. monsieur, vous devez pas mettre à jour dernier? Là, c'est le moins ici. Il décrémente après avoir accédé à l'élément. Ah, d'accord. Qu'est-ce que j'ai raté cette fois? Ah, putain. Je fais dernier dans dépiler, mais c'est pas le bon dépiler. Voilà. Ok. Ici, c'est le dépilé qui retourne un entier, ou que maintenant, c'est plus un entier, c'est élément. Ok. Il va bien choper un élément dans espace, à la place dernier. Une fois qu'il en renvoie, qu'il a bien chopé l'élément et accédé à la valeur de dernier, il va décrémenter dernier. Ok. Si c'est pas super clair, vous pouvez le décomposer en 2 ou 3 lignes, c'est pas un problème. Du coup, ce dépilé là, ce serait un peu différent. C'est bien élément. On va la sauter parce qu'il n'y a pas trop de temps. On revient dessus si besoin. Sommet, ça va être assez similaire à celui-là. Ici, c'est un sommet qui, en fait, excuse-moi. C'est assez similaire à lui, non? C'est parce qu'en fait, c'est pas un pointeur que vous mettez en entrée de sommet. C'est Ouais. pour ça que ça marchait pas quand vous mettez votre flèche. Et bien PP. Voilà, à peu près le même code. Ce qu'on va pas faire, c'est décrémenter. Parce que dans le sommet, on ne décrémente pas. On va juste retourner la valeur, mais on n'a pas changé la taille de la pile. Ça nous permet de voir quelle est sa valeur, et ensuite faire des choses dans le code, et plus tard dépiler ou continuer à empiler. Il n'y a pas trop de problème. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pile pleine. Ok. Comment je sais si la pile est vide? C'est un peu On comme... regarde si dernier vaut -1 et on retourne 0 dans ce cas-là. Voilà. Donc, return. Ici, ça va être une copie. Du coup, moi, je veux bien le pointeur. Parce que j'ai pas envie de copier le tableau de 1000 ou 10 000 éléments chaque fois. Donc, ça va être pp de flèche dernier. Plus petite que 0. pp. Ah oui, je pense que c'est par ici. Donc ça, c'est une petite changement dans pile vide qui fait qu'elle n'est pas compatible exactement avec le code qu'on a fait avant. On pourrait très bien laisser sans, parce que pile vide, il va pas modifier la pile, donc on pourrait laisser sans le pointeur. L'avantage du pointeur, c'est que ça nous évite de copier tout le tableau qui peut être assez grand. Et pile pleine, donc ça va être quoi? Si dernier, c'est égal à max -1. C'est ça. Très bien. Du coup, je veux bien le double pointeur, le pointeur ici. Donc c'est pp flèche dernier. Et ce qu'on veut tester, c'est si ça c'est déjà à max pile, je crois qu'on l'avait appelé. Max pile plus 1. C'est bien max pile. Donc si ça c'est vrai. Non, -1 plutôt, non? -1, excuse-moi, ouais. Ouais, tu as raison. Voilà. Et si ça c'est vrai, bah je retourne ça. Et si c'est faux, je... Non. Voilà. Ok, ça retourne le résultat de ce test. On avait d'autres fonctions? Non. Ouais, on a le dépilé 2, mais c'est pas grave. Ok. Du coup, dépilé, pile vide, et c'est exactement le même code. On initialise, donc ça met dernier à -1. On empile, on empile, on empile. Une chose qu'il faudrait faire, c'est entre chaque empile, c'est if pile pleine. Donc si elle est pas pleine, je fais l'empiler. Ok, j'ai un test à faire. Faudrait le faire pour chaque fois qu'on veut empiler. Mais là, je l'ai fait une fois, juste pour l'exemple.
Et ça va empiler les éléments. Puis on a AT, récupère le premier élément dépilé. C'est pareil ici, il faut bien tester que pile n'est pas vide. Ouais, du coup, on a déjà le code en bas. Pas besoin de faire celui-là. Voilà. Tant que la pile n'est pas vide, on va dépiler et imprimer les éléments. Si vous utilisez ce dépilé-là, il retourne un élément. Il faut bien que le printf soit en accord avec l'élément retourné. Et sinon, vous pouvez le stocker dans une variable temporaire. Il n'y a pas trop de problème. Ok. Jusque-là, donc ça fait les deux types de piles. Je pense qu'on n'a pas assez de temps pour faire les files d'attente. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ici pour l'améliorer notre pile? Donc, une des idées, c'est de dire, au lieu de créer un tableau de taille espace de 10 000, je peux très bien la modifier et dire, chaque fois que je crée une pile, je dis de quelle taille je veux que la pile soit. Donc, je vais la copier comme ça, je peux vous envoyer les deux dynamiques. Ah, donc là, on va faire du malloc. Ouais, ce que j'ai envie de supprimer, c'est ce define, ok? Donc dans un premier temps, on a bien ce truc-là. Si à la compilation on connaît pas sa taille, on peut pas l'initialiser. Donc ici, je vais avoir un tableau d'éléments qui s'appelle espace, mais je connais pas à l'avance la taille du tableau. Okay, c'est la partie dynamique. C'est que quand je crée une pile, je vais l'initialiser avec la bonne taille. Et ensuite, il faut aussi libérer la pile. Qu'est-ce que ça va me demander aussi de faire? Ça va me demander de connaître quelle est la taille de la pile. Ok? Donc je vais rajouter une variable taille. Et quelle est l'utilisation que je veux? C'est peut-être le plus simple. Quand je fais ici init pile, je vais passer sa taille. C'est tout simple. Je veux une pile de 10 000 éléments et je veux que ça soit initialisé. Donc on va commencer par le premier détail, c'est init. Ici j'avais dernier égal à -1, c'est parfait. Il n'y a pas d'élément dans le truc. Init, il va maintenant prendre une taille. Et qu'est-ce qu'il va faire avec taille? Il va faire déjà le malloc, mais il va aussi initialiser. Donc pile pp de taille égale à taille que je passe. Et puis pp flèche espace. Ouais, donc c'est un pointeur et on va assigner l'adresse. Donc c'est malloc de taille fois sizeof et un int. Élément. Juste pour qu'on puisse utiliser le type def qu'on a dit. Okay? Comme ça suit bien le type du tableau qui est aussi d'éléments. Manque un point virgule à la fin. Okay? Maintenant, donc j'ai une pile qui est de taille dynamique. Okay? Si dans le main je veux 2 piles, je peux très bien créer une deuxième P2 par exemple, qui est beaucoup plus petite, de taille 10. On va assigner P2. Et je peux empiler sur P1 et P2. Les deux sont complètement de taille complètement différente et ils vont fonctionner exactement avec le même code. Okay? Si ici j'ai envie de faire un empilé, empilé de P2 17. Ok, tout va bien. Ça fait par contre que je peux pas utiliser max pile, ce constant. Si je veux regarder si la pile est pleine, je vais regarder si dernier est égal à la taille maintenant, mais pas max, parce qu'il y a plus de constant. Du coup, ça va être pp flèche taille. Ok. Du coup, ici, j'ai des piles maintenant qui sont dynamiques. Je peux en créer des différentes et très facilement. Et petite facilité de plus, c'est que si jamais unsigned char, ça me convient pas, je peux changer très facilement mon code et maintenant il marche avec un long ou autre chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exo? Du coup, aujourd'hui, on a vu des listes circulaires. On a vu ajout-tête, par exemple, ajout-tête dans le cas de listes fictives. On peut voir qu'il y a des petites adaptations dans des structures de données qu'on a déjà vues.
qui font que d'autres parties du code peuvent être beaucoup plus simples. Puis plus important que certainement tout ça, c'est les piles, parce que ça, on va en parler plus tard. Et puis je vais finir la partie sur les files d'attente au prochain CM. Du coup, ça fait quand même pas mal de trucs. Vous avez aussi vu les deux différents types de piles, et puis des petites astuces comme le type def long élément et aussi des piles dynamiques. Okay? Donc on peut faire des piles, des listes contiguës si vous voulez, qui sont construites avec une taille au moment dont on a besoin. Okay? Ça vous permet aussi de faire un scanf. Combien d'éléments vous voulez stocker dans le tableau? Vous faites le malloc qu'il faut et puis voilà. Ok. Il y a des questions? Monsieur, après, Ouais. si on veut, imaginons, à la fin, on veut supprimer les piles qu'on a fait, les piles dynamiques. On Ah, doit très faire bien. free. Oui, tu as raison parce que on l'a pas fait. Et monsieur, si jamais on oublie de faire le free, à la fin du programme, il va libérer l'espace mémoire qu'on a oublié de libérer, non? Ouais. Du coup, tiens. Du coup, je vous ai dit systématiquement de compiler avec tout ça. C'était pile contiguë dynamique. PCD, ça va être mon exécutable. Je vais compiler pile continue dynamique. Est-ce que tout va bien? Donc il y a un pourcentage D. Ah oui, j'ai changé. Tiens, on va éditer ça tout de suite. Ouais, ça va prendre juste 2 minutes. Ok. J'ai toujours mon code. Quand je fais le GCC, on avait vu un petit warning. C'était des variables non utilisées. Ça, c'est pas grave. Mais je vais changer ça en int juste pour que mon printf soit en accord. Ok, comme on avait dit au début. Avec un pourcentage D. Ok, j'ai une variable pas utilisée dans dépiler parce qu'on l'a pas implémenté, c'est dépiler 2. Et j'ai une variable qui est pas utilisée. C'est la même chose. Les deux variables dans dépiler 2. Du coup, on peut le mettre en commentaire aussi. Ce que je voulais vous montrer, c'est est-ce que ça marche? PCD. Du coup, les seuls affichages qu'on avait fait, c'était l'inverse de l'empilé. Okay? On avait empilé 25, 4 et 5 ici dans le main. Si vous regardez dans le main, le seul qu'on imprime, c'est P. Donc P2 n'est pas imprimé. P fait 10 000 de taille. On empile le 45, le 5, le 4 et le 25. Et du coup, dans le while, les impressions doivent être à l'inverse. 25, 4, 5 et 45. Ok? C'est bien ce qu'on voit. C'est le dernier empilé qui est le premier qui est dépilé. Et puis étonnamment, ça a marché. Ok. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? C'est que on peut utiliser un outil qui s'appelle Valgrind, qui nous permet de vérifier l'utilisation de la mémoire. Valgrind et PCD. C'était mon exécutable. Du coup, il va exécuter tout mon code. Il va me dire s'il y a des fuites mémoire. Okay? Et il me dit, vous avez 40 000 bytes qui ont été perdus dans la mémoire. 40 000 40. Okay? Ces 40 000 là, c'est les deux tableaux. Les 40 000, c'est 1000 fois 4 bytes de tableau de int, et puis 40 bytes du deuxième tableau de P2, qui était 10 bytes, parce que je les ai pas libérés. Donc il y a bien 3 allocations qui ont été faites. Moi j'en ai fait 2 avec malloc, et les bibliothèques ils en ont fait un autre. Et puis il y a une seule free qui est faite par les bibliothèques. C'est pas moi qui l'a fait. Okay. Si vous regardez ce Valgrinder, en fait, il détecte les accès mémoire. Du coup, je vois bien ici, c'est l'affichage de mon programme. Et ça, c'est les sorties de Valgrind, où il me donne des infos. Okay, donc j'ai bien des fuites. Donc, le mieux, c'est de faire une petite fonction qui me permet de libérer la mémoire. Mais comme on est un peu pressé sur le temps, je peux très bien tricher. Donc ça va être p.espace. Ah, bah voilà, on va compiler avec celui-là et vous allez voir que je vais recompile, relancer. Je viens de résoudre les 40 000 bytes, c'était le tableau de 10 000, mais j'ai pas encore résolu le problème de 10 bytes, de 10 int. Okay? Donc je fais un free de P2. Recompile et normalement Valgrind va nous dire que tout va bien. Tu vois, all heap blocks were freed.
Il y a 3 allocations, les 2 m'alloquent à moi, dont une par les bibliothèques, et puis il y a 3 libérés. Ok. Si on n'a pas fait ces free à la fin, juste avant la fin du main, c'est pas très grave, parce que à la fin de l'exécution du programme, le système d'exploitation va libérer toute la mémoire de toute façon. Mais la bonne pratique, c'est ressources que vous demandez, ressources que vous libérez. Parce que il y a aussi des cas où votre programme plante au milieu, et l'OS n'arrive pas à bien libérer les trucs, ou il a fermé, mais peut-être qu'un des fichiers est resté ouvert, ou il y a plein de cas. Et l'autre possibilité aussi, c'est que finalement ce main vous convient pas, et vous récupérez des morceaux de code, vous les utilisez ailleurs, et vous oubliez de libérer aussi les ressources. Okay. Donc moi, ce que je veux, c'est que ça soit propre, et vos codes, ils disent j'ai libéré toute la mémoire. Il y a un petit quick tutorial à faire sur Valgrind dans un TP Future. Et ça va vous aider aussi à vous en servir. Mais ça fait l'affaire. Pour s'en servir correctement, il faut ajouter ces options de compilation aussi. Ça répond à votre question? Oui, d'accord, oui. Ok. Donc le mieux c'est de pas faire les free directement ici dans le main, mais faire une fonction désinitialisée ou libérer pile, tu vois, free pile ou quelque chose qui prend bien la pile et qui s'occupe de la libérer. Un peu comme ce qu'on fait avec pile plain ou init pile. C'est l'inverse d'init pile exactement. Ok. Ok. Il y a d'autres questions? Ok. Bah sinon, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée.